Pardon, et bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu sur votre chaîne Canal 2 International. Alors ce soir, on parle encore de méditation, cette fois-ci avec d'autres approches. Et je vais laisser le soin au professeur Emmanuel Lipote qui m'accompagne et qui est d'ailleurs le concepteur de l'émission, de nous donner les angles à aborder ce soir. Bonsoir professeur. Bonsoir Laura Gatt, un bonsoir renouvelé à tous les téléspectateurs de Canal 2 International ainsi que ceux qui nous suivent sur YouTube. Alors ce soir nous allons parler, du moins la chronique sera faite en deux parties comme tout le temps, comme à chaque fois, c'est-à-dire nous allons parler de la méditation, la solution à nos problèmes. La première partie de la chronique ce soir, il sera question de méditation, force vitale et tradition. À la deuxième partie, nous allons venir avec la notion occulte de la maladie et l'alimentation spirituelle, Laura Gatt. Alors professeur, à la fin de cette émission, qu'est-ce qu'on devra retenir? Alors, on doit retenir que la tradition et la vitalité font partie de la science qui existe avant la science, disons, moderne. Parce que la science moderne, elle est faite sur des bases scientistes dont on ne tient pas compte de la vie dans le corps de l'homme. Ou alors, dans tout ce qu'on fait, on tient compte des mécanismes physiques, de ce qu'on touche simplement comme ça et puis on fait avec. Voilà. Donc ça veut dire que ce soir, on est focalisé sur la force vitale. Vous l'avez compris, on va passer 90 minutes ensemble, bien sûr, pour décortiquer ce que c'est que la force vitale tout au long de nos chroniques qui vont se faire en deux parties, comme le professeur l'a dit tantôt. Vous aurez également la réflexion et on a préparé pour vous une page pratique et bien sûr, vous avez la possibilité de participer à votre émission en nous envoyant des messages via le numéro qui va s'afficher sur le bas de votre petit écran. Alors, si vous êtes déjà bien installé, le train va quitter la gare et le prochain arrêt, c'est la première partie de la chronique méditation, force vitale et tradition. Méditation, la solution à nos problèmes, chapitre 23. Méditation, force vitale et tradition. À présent, réintroduisons-nous dans les méandres des règles à observer dans l'apprentissage de l'art de la méditation. Portons un regard sérieux sur l'un des phénomènes concernant la maîtrise de la connaissance antique liée au facteur vie, sans laquelle la méditation ne saurait être un art, car traditionnellement, elle saurait être ce véhicule qu'on doit construire en vue d'emprunter le chemin de la spiritualité. Autrement dit, grâce à la méditation, la spiritualité est acquise ainsi que la divinisation de notre moi intérieur, notre être intérieur. C'est le fait de mieux comprendre ce phénomène que nous revenons une fois de plus sur l'étude de ce qu'est la vie en nous, la force vitale. La force vitale est cette énergie omniprésente qui fait partie des piliers de la santé holistique. Elle existe dans chaque personne en une dimension globale. Il est difficile de voir évoluer normalement la force vitale. Et parce qu'invisible à l'œil nu, qu'à partir d'une certaine époque, on a fini par abandonner la piste de la connaissance permettant de mieux connaître cette force. Sauf qu'on a oublié que cette connaissance qui allait nous permettre de maîtriser le facteur vie et mieux profiter de la vie. La force vitale est une énergie intelligente qui est partout autour de nous, au-dedans de nous, car elle fait partie d'un tout énergétique. Pour mieux l'appréhender, puisqu'il s'agit d'une force intelligente, il faut à tout état de cause à la personne qui souhaite l'étudier d'être dotée d'une intelligence correspondante. Sans risque de nous tromper, la force vitale n'est donc mieux comprise qu'en étudiant le fondement même de la tradition à travers le vitalisme. Et le vitalisme est une tradition métaphysique ou
philosophique par laquelle le vivant n'est pas réductible aux lois physico-chimiques. Il s'agit d'une doctrine et non un dogme qui envisage la vie comme étant une sorte de matière animée d'un principe appelé force vitale. Les tenants de la société mondiale, les porte-flambeaux gèrent le monde sur la base de la pensée unique. Ce qui fait que l'humanisation de la société n'est même plus optionnelle pour avoir tourné le dos à la tradition ancestrale de par le monde. Ce qui fait finalement perdre la clé secrète de l'existence de la double dimension de tout et en tout, ainsi que celle en nous qu'autour de nous. Qui dit force vitale dit vitalité. La vitalité est physique et psychique ou la force vitale en naturologie par exemple. Et en naturologie toujours, on explique qu'elle correspond en même temps à la force d'auto-guérison. Il s'agit de mettre en œuvre toutes les techniques naturologiques y afférentes qui permettent de retrouver la santé lorsqu'on est malade ou de vivre sans maladie à titre de prévention de maladie, car sans la santé, la divinisation de notre être intérieur n'est pas possible. Il s'agit de mettre en place une nouvelle école fondée sur l'enseignement de la vie. Une école qui libère l'âme de sa prison où elle est enfermée dans ce marmas de chair, outre la poussière qui est fait corps à travers notre physique. Mais cela risque de faire écrouler l'édifice de la grosse machine hégémonique d'arnaque intellectuelle et l'embrigadement ou formatage des cerveaux. Cette machine nous conduit vers une voie par laquelle les concepts de la vie de nos jours est alimenté par un produit moulu à la manière dont ces gens-là voient les choses sous fond de la pensée unique. Admettre leur idée comme telle, veut ou pas. Toute personne asservie est un esclave et pire encore, il l'est même dans sa tête. Elle ne croit qu'à la rédemption de Dieu. Du coup, face à ces misères et difficultés, qu'en priant avec persistance, il croit résolument que Dieu pourra lui permettre de s'en sortir. Pour cela, la prière est un concept qui repose sur l'espoir. Pour cette catégorie de personnes, elle est plus pratique car la méditation n'a rien à voir avec l'espérance parce qu'elle est de connivence avec la tradition universelle. Alors, professeur, ce soir, on parle de force vitale, de la tradition et bien sûr de la méditation. Mais j'aimerais qu'on commence par définir ce que c'est que la force vitale parce que c'est le terme qui semble être le nœud de la chronique de ce soir. Alors, nous avons toujours dit que la force vitale, c'est ce qu'on reçoit à la naissance, lorsqu'on est tout petit et lorsqu'on est sorti du ventre de nos mamans, lorsque nous sortons du ventre de nos mamans, nous recevons un souffle. On appelle ça souffle de vie. Et c'est ça la force vitale, c'est-à-dire une certaine énergie qui va animer la matière étant le fœtus, sans laquelle, c'est-à-dire sans cette énergie, nous sommes appelés à être morts-nés dès la naissance. Alors cette force-là est ignorée par le corps médical officiel. Nous décrions cela parce qu'il faut qu'on commence à prendre en compte tout ce que la vie et tout ce que l'homme, à travers la vie, tout ce dont il a besoin. Parce que apparemment, il se pourrait qu'il y a des libertés qu'on reconnaît en l'homme, à travers des lois de l'homme mises en place pour régenter la société, mais il y a d'autres libertés qui doivent être des libertés qui partent sur la base de l'intérieur de l'homme. C'est-à-dire comment soigner l'homme devrait être une préoccupation première du corps médical officiel. Parce que quand je dis corps médical officiel, cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour le petit Africain qui existe ici et là, nos traditions ont été mises de côté. Une certaine science ou alors un certain scientisme s'est implanté dans notre continent et nous donne plus le droit
d'avoir le regard sur nos traditions, sur nos manières de nous soigner avant que tout cela ne nous tombe sur la tête. Mais ceci étant, il n'est pas seulement question de l'Africain qui est mal soigné, c'est le monde entier qui est mal soigné. Alors, mal soigné veut dire donc que c'est aussi mal adopter une attitude par rapport à la spiritualité. C'est aussi une manière de freiner l'évolution spirituelle de tous les continents, c'est-à-dire de tous les peuples du monde. Alors, il faut le reconnaître, il faut rappeler les ayants droit, les tenants, la barque, ceux qui tiennent la barque. Il faut qu'ils reconnaissent qu'ils ont perdu complètement les normes. Nous parler des virus ici, et des bactéries là-bas, nous raconter des histoires, des découvertes, des choses qui n'ont pas d'importance pour la vie de l'homme, ce serait chimère, ce serait une manière d'endormir les populations et nous resterons toujours et toujours campés dans des misérables vies où tout ne fonctionne que dans le but de souffrir et de combattre contre la souffrance. Voilà. Alors pour ça, vous dites vous-même que la force vitale n'est pas visible à l'œil nu. Je pense que même au microscope, on ne peut pas voir la force vitale. Non. Alors, si c'est pas palpable, c'est pas visible, comment est-ce qu'on fait pour arriver à un moment à peut-être pas la détecter, mais à voir à quel niveau on se trouve, si je Alors, peux la force vitale est palpable. Elle n'est pas visible, mais elle est palpable. Elle est palpable parce que nous respirons, nous expirons. Il y a l'inspire et l'expire qui se produit à chaque instant au travers de battements de cœur et des mouvements de nos poumons, qui sont des soupapes qui entretiennent cette force. Alors, si on nous bouche les narines, comme pour nous empêcher de respirer pendant un temps, nous suffoquons. Et nous aurons besoin de faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, jusqu'à ce que la personne qui nous a bouché les narines nous lâche. Alors, donc, c'est vrai, on peut faire des heures sans respirer, ça dépend de quel genre d'entraînement qu'on fait, parce qu'il y a des gens, on les met dans les boîtes, et enfermées, transparentes, enfermés d'eau et parviennent y rester pendant des heures, bon, peut-être pas des heures, mais des minutes, sans se suffoquer de manière à y sortir étant mort. Mais toi, il dit que cela ne peut pas être comme quand on mange des aliments et qu'on décide de ne plus manger pendant des jours et des jours, pendant des semaines. On ne serait donc pas en train de rester des semaines sans respirer. Il y a eu des miracles qui se sont produits. Là, on entend par miracle des phénomènes qui se sont produits où des personnes retrouvées enfouies dans les glaces ont continué à vivre bien après. Mais là, c'est des mécanismes ou des aspects purement métaphysiques qu'il faut étudier à part. Ici, nous parlons de la force vitale dans le sens de la palpabilité. Elle est donc palpable. Mais elle n'est pas visible, comme on ne voit pas l'air. L'air qui circule devant nous, l'oxygène qui est à la disposition de tout le monde. Lorsque nous sommes assis là, si cette maison est enfermée de façon à ce que l'oxygène puisse passer, c'est-à-dire ces studios, je veux dire, alors nous aurons des difficultés de continuer à respirer. Donc, personne ne peut nier qu'il existe cette force vitale à travers le fait de sa pénétration en nous. Personne ne peut dire que, bon, mais parce qu'on ne voit pas l'air, le vent, toutefois le vent ne fait pas de mouvement au niveau des feuillages et tout, mais qu'on ressent ça au niveau de la peau. Peut-être qu'on a un petit vent, pendant qu'il fait même soleil, et qu'on dise, bon, mais écoute, ça n'existe pas parce qu'on n'arrive pas à attraper ça. De même, on ne veut pas attraper de l'eau avec la main, mais on voit l'eau. Hein? Lorsque vous mettez la main pour attraper de l'eau, il peut
Et ça, c'est arrivé que l'eau glisse et on se retrouve les mains mouillées, mais non, l'eau étant prise dans la main. Voilà. Alors, professeur, on a souvent l'habitude de dire voilà un enfant plein de vie, voilà une personne pleine de vie. Est-ce que le terme une personne pleine de vie serait fonction de la force vitale du genre, voilà quelqu'un qui est rempli de force vitale? Oui, on peut dire que l'hyperactivité des enfants explique le fait de taux de vitalité qui s'implémente dans le corps de l'enfant. Parce que le bébé, du moins le petit bébé ou le petit enfant qui commence à marcher, qui fait ses premiers pas, trébuche à chaque fois. Après un temps de quelques mois, ça peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois plus tard, qu'il a commencé à faire ses premiers pas, on constate qu'il court tout le long de la journée, même à l'intérieur de la maison. C'est pas d'un point à l'autre et tout, et il est toujours en mouvement. Alors on se pose la question, qu'est-ce qui l'anime? Alors cette question peut être répondue de cette manière, c'est la force vitale ou l'énergie vitale. Parce que le soufflet de vie étant déjà là, et que ce soufflet de vie n'a pas rencontré des problèmes au niveau de son système immunitaire, alors ce soufflet de vie va aller grandissant en énergie, du moins va provoquer des mécanismes énergétiques qui vont donc faire à ce que l'enfant en question va se mettre en auto-activité, c'est-à-dire qu'il est toujours en mouvement. Alors maintenant, il peut s'avérer que d'un enfant à l'autre, ça s'exagère, c'est-à-dire l'auto-activité peut atteindre un niveau trop élevé. Ça peut être l'empoisonnement de son système immunitaire par le biais des colorants provenant des bonbons de chocolat et tout, provenant des sucreries qu'on appelle souvent les jus, des boissons sucrées, ou provenant même des vaccins. Tout comme un autre enfant peut plutôt être affaibli par ce trop-plein d'additifs alimentaires qui seraient tant du côté de ce qu'il la consomme avec en prime les colorants et tout. Alors plutôt ça rencontre une certaine allergie et l'enfant va plutôt connaître un affaiblissement. Donc un enfant qui est allaité par sa mère, dont l'allaitement maternel venant d'une mère qui aussi ne fume pas de cigarettes, ne boit pas des boissons de tout genre, donne plus de chances à l'implémentation rapide et efficace de son système immunitaire. Voilà. Alors, professeur, vous avez dit tantôt que être plein de vie, c'est être plein d'énergie vitale. Alors, comment est-ce qu'on arrive à déterminer le taux de l'énergie vitale qu'on a en nous? Alors, on arrive à le déterminer par le fait de l'équilibre qu'on a. D'abord, d'un côté, l'équilibre à pouvoir digérer ce qu'on mange. On a une bonne digestion. On a un bon taux respiratoire, c'est-à-dire on ne s'étouffe pas, même quand on est surpris par une situation où il faut courir. On peut courir aussi longtemps que possible sans problème. Donc on a l'équilibre physique et même psychique. Et cela se traduit par des gestes et des mouvements qu'on fait et tout. Parce qu'on peut trouver une personne de plus de 70 ans qui prend les escaliers sans problème, alors que ce n'est pas un ancien sportif. À ce qu'on sache qui serait de la crampe des Milas, qui font les entraînements tous les jours, même quand bien même ils ne sont plus sur les terrains de foot. Et vous trouverez une personne au village qui fait les champs, qui est dans sa plantation et tout, qui est actif, alors qu'elle atteint les 90 ans ou les 80 ans. Alors cette personne, on peut dire que son taux d'humidité
dont son énergie vitale est encore en place. Alors quand on commence à s'affaiblir, qu'on rentre petit à petit dans le déclin, ça veut dire qu'il y a quelque part quelque chose qui se passe au niveau des cellules qui commence à signaler une certaine forme de vieillissement. Ça peut être un vieillissement précoce pour des gens de moins de 60 ans qui n'arrivent pas à faire des mouvements, comme si ces personnes-là ont déjà traversé le cap de 90 ans. Cela peut être dû par la mauvaise alimentation au cours de la vie, qui était la bonne, parce que c'est des personnes qui croyaient bien manger. Et cela peut aussi être dû par la mauvaise médication, parce que quand vous prenez les anti-inflammatoires, à un moment donné, les cellules perdent complètement le nord, parce qu'elles n'ont pas pris l'habitude de tout faire par elles-mêmes. Elles sont soutenues, et même quand bien même elles ne sont pas infirmes, on les donne les béquilles. Ces béquilles-là, c'est ça, les anti-inflammatoires. Parce qu'avant de prendre certains produits, il faut être convaincu qu'il ne peut plus y avoir un autre problème, du moins une autre possibilité, qu'à se mettre à celle-là. Voilà. Alors pour ça, 2 fois de suite, vous parlez du système immunitaire et de la force vitale. Quel est le lien, quel est le mariage qui existe entre la force vitale et le système immunitaire? Alors, la force vitale, c'est une énergie. Le système immunitaire, c'est aussi une énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie nous vient de 2 pôles. D'abord, l'énergie implémentée à l'intérieur de l'organisme par la pénétration de soufflet de vie, et l'énergie qui vient au-delà de nous, qui traverse le subconscient, le conscient, et qui arrive jusqu'au niveau disons, des glandes endocrines, particulièrement l'hypothalamus et la glande pituitaire et tout cela. Alors, cette énergie passe par la colonne vertébrale et alimente fortement le système glandulaire. Et là, nous sommes en phase du système immunitaire qui est comme un central électrique, le système glandulaire qui est comme les accumulateurs, et puis le système organique qui est comme des appareils qui fonctionnent grâce à ces deux éléments. Voilà, à ces 2 éléments. Alors, maintenant, il faut que l'équilibre reçu à la naissance, à partir du moment que la force vitale reçue à la naissance, rencontre donc le répondant dans les 2 pôles. Le pôle immunitaire, dont le système nerveux cérébro-spinal et le système nerveux sympathique, puis maintenant le système glandulaire, pour arriver au système organique, le cœur et tout ce qui est comme organe. Voilà, tout ce qui est comme organe. Alors, ça fait donc un triangle équilatéral dont chaque côté est de la même dimension que l'autre. Voilà. Alors, mais professeur, tout à l'heure, vous aviez également fait allusion à tout ce qui... Vous aviez fait allusion à la digestion. Vous avez également fait allusion aux médicaments qui, quelque part, viennent, je vais dire, déséquilibrer le triangle équilatéral que vous venez de décrire. Alors, expliquez-nous un peu comment est-ce que le médicament pourrait arriver à faire, ou alors faire baisser le taux de force vitale dans l'organisme, et puis qu'est-ce que la force vitale a à voir avec la digestion? Bon, alors disons, prenons d'abord le médicament. Le médicament, on peut dire qu'il ne sert à rien.
Il sert à quelque chose à toute personne qui est distraite et qui ne sait pas comment fonctionne son corps et qui pense que le dysfonctionnement de son organisme dépend d'un système réparateur émanant de substances ou actives, quelque part, ou de molécules, je ne sais de quelle provenance. Alors, donc là, c'est quelque chose qui est né, ça fait quelques années seulement. Parce que le médicament date depuis après corps, après la Deuxième Guerre mondiale. Et le monde, c'est 30 milliards d'années. Alors, on ne peut pas plus de 30 milliards d'années d'ailleurs, ou alors 30 millions d'années, ça dépend de quel genre de calcul on mène pour pouvoir y arriver, mais c'est des millions et des millions d'années. Alors, on n'a pas toujours utilisé le médicament pour faire vivre l'humanité. Le médicament a pris corps beaucoup plus après la Deuxième Guerre mondiale, parce que les antibiotiques, par exemple, ont servi pendant cette guerre, du moins juste après la guerre, parce que les blessés ont eu la faveur de ce qu'on a appelé à cette époque antibiotiques. Il y a la peste espagnole, qui était une pandémie ou une épidémie, je ne sais pas quoi, qui a bénéficié aussi du concours des chercheurs pour atténuer le mal. Mais à voir ce qui se passe avec Covid maintenant, on a l'impression que tout cela, tout ce qu'on rapporte de cette époque-là, c'est du mensonge. Parce que ce qui se passe avec Covid actuellement, on ne soigne personne. On racontera dans 20 ans ou dans 30 ans ou dans 40 ans combien on avait vaincu une pandémie qui peut-être n'avait même pas existé, personne ne sait. Jusqu'où cette histoire n'est pas politico-scientifique. Bon, puisque c'est une querelle entre les grands, nous autres, on ne fait qu'observer. Alors donc, la force vitale ne peut pas être entretenue. C'est-à-dire, le système immunitaire n'a pas besoin des médicaments pour qu'il fonctionne très bien. Déjà, il a été prouvé que l'allaitement artificiel n'a pas pu tenir comme il fallait, au point à exclure complètement l'allaitement maternel, qui était exclu à un moment donné, lorsque les pourvoyeurs en agroalimentaire ont mis en marche des mécanismes de corruption pour que le lait soit vendu à la place de l'allaitement maternel. On est allé jusqu'à diaboliser les bouts de sein des mamans en disant qu'elles transpirent et puis cela développe des microbes et que comme on ne peut pas stériliser les bouts de sein, on ne doit pas donner les seins à l'enfant. Moi, dans les années 80, un peu 90 plus précisément, toutes les campagnes qui étaient contre l'allaitement maternel me rencontraient dans des conférences que je donnais à des grands hôtels de la place, où à un moment donné, l'équipe qui s'occupait de ça, surtout au niveau de la région du littoral, à l'époque on appelait cette région province, m'avait rappelé à l'ordre, comme pour me dire comment je peux être contre ce que l'État prévoit. Alors que ce n'était pas l'État, c'était l'UNICEF et autres. Bon, mais comme les politiques de santé viennent d'ailleurs, souvent, pour les petits États comme le Cameroun, et même pour les grands États, ce qui se passe en France actuellement, alors donc, on rencontre des difficultés à faire passer un message qui est antipathique à ce qui est officiellement prévu. Alors, et plus tard, une décennie plus tard, on est revenu à l'allaitement maternel comme une propagande. Alors donc, on comprend bien qu'est-ce qui est souvent à la base de tout cela. Ceci étant, l'allaitement maternel n'a pas pu donner plus de chance aux enfants dans le cadre de bousculer leur système immunitaire. Parce que, en fait, lorsque le système immunitaire est brusqué, les globules blancs deviennent atomiques, on peut le dire. C'est-à-dire, l'équilibre en globules blancs fait en sorte qu'on est protégé contre les inflammations. Parce que la diminution des globules blancs entraîne les infections.
l'augmentation de globules blancs entraîne les inflammations. Donc, il faut qu'il y ait un équilibre. Il faut aussi qu'on évite qu'il y ait des anémies à cause de la destruction des globules rouges, ce qui se passe avec les médicaments. Alors, maintenant, à comprendre tout ce que j'explique là, on va jusqu'à reconnaître que le système immunitaire n'est pas bien entretenu grâce aux médicaments. Parce que 90% des médicaments détruisent les cellules du sang, par exemple. Voilà. Alors, le deuxième volet de ta question. Le deuxième volet de la question, c'était qu'est-ce que la force vitale a à voir avec la digestion? Alors, disons que c'est la digestion, c'est-à-dire ce que nous mangeons. Ces 3 aliments. Premier aliment, l'air que nous respirons, nous devons digérer ça. L'estomac de l'air, c'est le poumon. Actuellement, la maladie mondiale, qu'on a le Covid tel qu'on nous le dit, le poumon, donc l'estomac de l'air est normal. Voilà, est normal. Donc, il faut que la digestion de l'oxygène se passe normalement pour que les gaz carboniques sortent, que le métabolisme se produise normalement dans le bon fonctionnement, dans le fait que le fonctionnement des poumons est en phase avec la circulation du sang et tout compris. Voilà, donc là, on n'a pas de problème. Au niveau de l'estomac également, l'estomac même, oui, qui est du côté des nutriments, c'est un autre estomac là-bas. C'est d'ailleurs celui-là qu'on connaît comme estomac. Voilà, estomac. L'autre, c'est juste une manière d'expliquer. Alors, il faut que l'estomac n'ait pas de difficultés dans ces 3 phases de digestion. Parce que dans la phase des mucus, des pepsines, d'acide chlorhydrique et toutes ces phases-là, tout doit se passer de façon à ce qu'il n'y ait pas de retenue qui puisse provoquer des gaz, hein, ou alors des remontées gastriques. Il faut que cela se passe normalement. Bon, alors, maintenant, quand on est à ce niveau, on se retrouve au niveau du duodénum. Le duodénum, c'est le laboratoire du tube digestif. Dans ce laboratoire se trouve le carrefour de ce qui vient du foie, la bile, de ce qui vient du pancréas, les enzymes, et de ce qui est sécrété même par le duodénum. C'est pourquoi j'appelle ça le laboratoire digestif. Alors, le pancréas étant la deuxième langue du tube digestif, la première étant la bouche, on doit donc faire attention qu'au niveau de la bouche, que la langue qui est dans la bouche puisse faire son travail avant d'avaler quoi que ce soit. Son travail, c'est de bien imbiber le bol alimentaire. Oui, le bol alimentaire des salives, qui sont des enzymes aussi, et du point de vue digestion. Alors que ça descende, que ça retrouve dans l'estomac, et que l'estomac accueille alors ce bol alimentaire. Parce que si c'est mal imbibé, il n'y aura pas un bon accueil. Les capteurs au niveau de l'estomac ne vont pas mieux reconnaître toutes les particules qui sont venues de l'extérieur et étant presque brutes, et n'ayant pas profité de l'imprégnation de la salive comme il fallait. Alors maintenant, ça va descendre au niveau du duodénum, l'intestin grêle. Le mal sera que si tout cela ne se passe pas bien, le côlon, dans le gros intestin, sera un dépotoir. Et quand le côlon est encombré, la santé ne peut jamais être bonne. Pas du tout. Et là, le système immunitaire va s'affaiblir. Parce que au niveau du côlon, lorsque on va voir la chose du système circulatoire, il y a aussi le système lymphatique qui travaille beaucoup avec les amygdales à l'extrême du haut et vers le bas, l'appendice. Alors, il faut que tout cela soit en harmonie. Et là, le système immunitaire ne subit aucune
difficultés. Voilà, l'alimentation est donc à prendre au sérieux du point de vue de l'air qu'on consomme, du point de vue de l'eau et du point de vue des nutriments, pour que le système immunitaire reste d'appoint et que le taux de vitalité continue à profiter de cet équilibre. Alors, professeur, puisque nous sommes en métaphysique et surtout en méditation, qui serait le moyen par lequel on devrait arriver à se diviniser, voilà, j'y arrive. Alors, quel est le rapport qu'on va donc faire entre la divinalisation de notre âme et la force vitale? Bon, alors, ce qui fait souvent les gens qui me suivent, surtout les religieux, ne sont pas d'accord avec moi et parfois me trouvent de quelqu'un qui est contre Dieu, carrément, parce que d'aucuns disent que je suis contre Dieu, parce que je ne suis pas croyant. C'est le fait de ne pas comprendre que dans un corps sain habite une âme saine. Certains de leurs livres le disent, la Bible le dit, dans Corinthiens, c'est pas 1 ou 2, je ne sais plus, où, que c'est dans un corps sain qu'habite une âme saine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il ne faut pas extrapoler la pureté de l'âme par le biais de la boisson, des aliments qui déséquilibrent le fonctionnement de l'organisme et qui polluent le sang. En fait, il faut faire attention parce que la spiritualité étant un chemin, on ne peut pas entrer dans un chemin s'il faut un passeport. Vous ne pouvez pas prendre l'avion. Si c'est que vous voulez quitter un pays pour un autre et qu'il soit établi par la loi qu'il vous faut le passeport et en même temps le visa, et que vous prétendez voyager. On ne peut donc pas voyager du point de vue spirituel si on n'a pas réuni des conditions spirituelles qu'il faut. On ne peut pas, ça c'est les histoires. Dire que tu prends la Bible et tu pars bavarder des choses, après tu bois un bon vin, hein, le vin étant le feu, hein, ou du whisky doublement feu, mettre dans le haut fourneau qui est le corps, après avoir mangé des choses qui ne tiennent pas debout, qui ne peuvent pas digérer, et puis parler de Jésus ou de Allah. Hein? Ça, c'est incommode pour pouvoir évoluer spirituellement. Parce que si ces mouvements nous faisaient évoluer spirituellement, c'est que le mal n'existe plus. Parce que la purification de son âme ferait en sorte qu'il n'y aura plus une seule personne sur la terre qui pense encore au mal. On aurait atteint un seuil de pureté qui va dans le sens d'affecter nos cerveaux, parce que c'est la pureté qui affecte le cerveau. Ceci s'explique. Si on se met à nourrir un carnivore, comme j'ai une vidéo qui montre comment un monsieur a 3 chiens. Bon, peut-être qu'il avait, parce que la vidéo, peut-être que ces chiens-là sont déjà morts. mais il a eu 3 chiens. Ces chiens-là, on dépose un morceau de viande, on dépose une carotte, le chien vient regarder la viande, renifle la viande et vient manger la carotte. J'ai une vidéo. C'est-à-dire que cette vidéo a été comme un reportage pour décrire le fait qu'on peut dresser les chiens à ne plus manger de la viande. Et ces chiens-là ne peuvent pas avoir de rage. Soyons sérieux, parce qu'ils ne seront pas là pour aboyer les gens, hein, et être agressifs. Donc, l'alimentation transforme le comportement même fondamental de l'être humain. Si c'est pris dans le contexte d'étudier tous les mécanismes qui se dégagent, du moins tous les mécanismes empoisonnant le sang,
qui se dégagera des particules, de multiples nutriments qui entrent dans notre corps. Donc, je pense que la spiritualité devrait d'abord commencer par la recherche de quel mode alimentaire adopter. C'est par là que ça devrait commencer. Ça ne devrait pas commencer par trop lire la Bible, qui était un livre édité, et édité avec des personnes qui n'étaient peut-être pas toujours, parce que Gutenberg, qui amène à ce qu'on édite la Bible pour la première fois, bon, dans la formule que nous avons aujourd'hui, n'était pas un homme saint. Il avait trop de dettes, il avait trop de problèmes. Il fallait qu'il s'arrange avec le pape de l'époque. Bon, donc on ne sait pas trop comment des choses qui sont parties sur le sous-bassement mercantile peuvent aujourd'hui devenir les choses de Dieu. Voilà. Alors, je sais que vous êtes nombreux à vous poser la question de savoir comment faire, bien sûr, professeur, pour garder la force vitale en nous au top niveau. On va répondre à cette question à la deuxième partie de la chronique. La notion occulte de la maladie face à l'alimentation spirituelle. La métaphysique concerne tout le monde. Elle arrose chacun de nous dans un pan vibratoire généralisé. C'est en voulant mieux comprendre pourquoi vous êtes en vie que vous allez savoir bien de choses concernant votre existence. Parmi ces choses, il y a le phénomène des lois de Dame Nature. Et ce n'est qu'en voulant mieux appréhender le fonctionnement de la vie que vous serez capable de savoir si ces lois existent véritablement et que faire pour ne pas les enfreindre. Il y a lieu de préciser que c'est au travers de la donne initiatique qu'un tel savoir se rendrait possible. Le dit savoir a son soubassement qui s'établit dans la recherche de la connaissance qui consiste à mieux élaborer votre emploi du temps au quotidien avec une motivation pour que rien ne vous échappe et que rien ne puisse se passer au hasard sans que votre responsabilité soit totalement concernée. Car la manière idoine serait d'étudier les moindres détails des lois de Dame Nature dans les méandres de leur champ vibratoire. L'objectif serait de comprendre qu'elle n'est pas corruptible du tout et que quiconque se permet le luxe de transgresser ces lois sera sévèrement sanctionné. Autrement dit, parce que nous osons transgresser ces lois que nous n'avons point à vivre longtemps, nous mourrons. Mais le plus grave est que, des fois, avant de mourir, le corps nous a longuement parlé sans que cela ne soit pris au sérieux. On note ce que le mal a dit sous forme de symptômes, bien que cela soit un langage clair d'un organisme qui exprime le rage de Paul, disant « Attention, la vie est en train de me quitter », mais personne ne l'écoute. Alors nous, en métaphysique, c'est cela la notion de la maladie. Malheureusement, l'école classique, dans les langues commerciales d'une certaine hégémonie à défendre, a sémé une grande confusion dans la tête de la population, empêchant à ses apprenants d'être capables de lire la maladie dans ses causes premières, lui donnant le sens d'une quelconque agressivité des agents pathogènes venant d'ailleurs et de nulle part pour s'attaquer à vous. Un sacré sacrilège qui va tout droit dans la tête des praticiens avec cet enseignement corrompu, corrompant la masse de véritables va en guerre. Ils pensent que lutter contre les symptômes serait la seule voie à opter. Ils ignorent complètement combien cette méthode serait un facteur qui détériore la vie des cellules du corps comme pour lui intimer l'ordre d'arrêter de se plaindre, un point, un trait. Longtemps, en Afrique, lorsqu'une personne se signalait malade, la détection de son mal ou de ses maux commençait par le déchiffrage du fonctionnement de son tube digestif, surtout le côlon. Il était question d'un véritable diagnostic parce que celui-ci savait jouer sur l'essentiel, la recherche de la cause du mal. Les sages d'antan de notre continent savaient qu'une personne qui s'alimente bien fait acte simple, pérenniser la vie en elle en tenant compte des doses d'aliments, l'air, l'eau et les nutriments
nécessaires pour ne pas perturber le fonctionnement des cellules de son corps. Tout se jouait pour que les cellules ne soient perturbées et que la dégradation de l'énergie ou du souffle de vie ne puisse se produire. À cette époque, l'alimentation n'existait que dans le sens de la spiritualité. François, vous présentez l'alimentation spirituelle comme étant le remède ou alors comme étant le moyen par lequel on puisse garder la force vitale en soi. Alors, c'est quoi cette alimentation spirituelle? L'alimentation spirituelle, c'est le fameux triangle toujours, d'air, d'eau et nutriments. Mais basé sur un fondament même de ce qui est bon à consommer, qui ne perturbe pas le fonctionnement de l'organisme, à ce qui ne l'est pas. Parce que si on est en train de dire que l'air est un aliment céleste, par exemple, comme pour dire que l'air est positif comme aliment, cela ne veut pas dire qu'on va respirer les gaz provenant des plombs, c'est-à-dire des tuyaux d'échappement de voitures, et dire qu'on respire bien. Non. Ou bien voir quelqu'un respirer carrément les odeurs de WC du voisin, ou je ne sais pas WC, qui n'arrive pas à vidanger, où il y a un quartier enclavé, on n'arrive pas à enlever tout ce qu'il y a comme déchets venant d'ici et là, mais surtout ce qui sort de notre corps. Alors, c'est donc pourquoi il faut dire que même l'air doit être sélectif. Faire des cures de respiration tout le matin, au réveil, lorsqu'il y a quand même une certaine fraîcheur du lever du jour, serait différent. Cela sera différent de ce qu'on ferait lorsqu'il est midi, ou à une certaine heure d'après-midi. Donc ça veut dire que même l'air doit être un aliment sélectionné, ça de l'oxygène, où ce qu'on doit aller capter l'oxygène. Lorsqu'on veut faire des exercices respiratoires d'appoint, c'est-à-dire lorsqu'on veut les faire conséquemment. C'est comme aller courir. Cela serait une autre manière de respirer conséquemment par un certain genre de sport qui passe par le fait qu'en courant, votre estomac sera obligé de recevoir plus d'air et de rejeter plus d'air, puisque c'est un mouvement qui est épuisant pour certaines personnes. Alors, là, nous sommes au niveau de l'air. L'eau également. Lorsqu'on consomme de l'eau, on doit tenir compte de quel genre d'eau. Parce que d'aucuns pensent que consommer l'eau, c'est juste l'eau minérale. Non. L'eau des robinets peut être égale à l'eau minérale, vice-versa. Parce que dès que l'eau est dans une bouteille, elle n'est plus vivante. Elle est une eau morte. Si vous enlevez l'eau de la bouteille, vous mettez ça dans un canari, vous exposez ça au soleil, ou bien dans un plat, dans une assiette en émail. En émail. Voilà, pas en inox forcément. Vous exposez ça au soleil, vous donnez plus de la chance de retrouver sa vie. Parce qu'un cours d'eau, l'eau qui coule et qui est captée et bu, c'est légèrement différent de l'eau des nappes d'eau reçues des forages. Il faut toujours transposer et exposer ça à l'air libre et permettre à ce que ça puisse se ressourcer, puisse retrouver ses vibrations. Alors, on peut peut-être se laver de l'eau maltraitée, c'est-à-dire directement du robinet, mais quant à boire de l'eau maltraitée, ce n'est pas la même chose que l'eau non maltraitée. Donc tout cela,
c'est des études à mener pour comprendre. C'est nous qui devons étudier qu'est-ce qu'il faut pour notre vie. N'attendons pas que une certaine science ou un certain groupe de scientistes se mettent à dire les choses à notre place. Alors que beaucoup d'entre nous passent le temps à se proclamer universitaires pour avoir fait des études universitaires, peut-être pour parler la langue, une certaine langue, qui sont même incapables de parler leur langue maternelle, mais simplement dans l'arrogance des diplômes qu'on a reçus, pensent ne plus recevoir même des conseils venant d'ailleurs et ne se cultivent pas. Parce qu'après l'école, la culture générale prend le dessus. Celui qui est resté dans ses cahiers de cours, qui n'a lu que des choses pour lire. Par exemple, on peut connaître toute l'histoire de l'Égypte, hein. On peut connaître toutes les forces occultes qu'il y a dans nos villages, parce qu'on est Bombor, on est Larkam, on est Singang, mais mangeant n'importe comment, prenant des médicaments, d'aucuns refusent que leurs confrères dans ces mouvements n'aillent pas à l'église prier Jésus, mais boivent les médicaments. Jésus et le médicament, c'est bonnet blanc, blanc, bonnet. La preuve, l'église avait toujours interdit les gens à ne pas se soigner traditionnellement. Toujours. Aujourd'hui, on est un peu dans un autre monde où c'est les prélats qui sont des pourvoyeurs de médecine traditionnelle à l'heure actuelle. Ça fait un peu rire. Voilà. Alors, mais professeur, tout à l'heure, vous aviez, en parlant de l'eau, vous avez vous avez fait la différence entre une eau morte et une eau vivante. Mais surtout, vous avez relevé le fait que boire de l'eau, c'est pas boire de l'eau minérale. Pas forcément. Pas forcément. Donc, ça veut dire quelque part que le fait de prendre l'eau minérale, parce qu'il y a des gens qui ne boivent que l'eau minérale. Oui. Alors, est-ce que le fait de ne prendre qu'eau minérale aurait un impact sur c'est notre une eau force? morte. L'eau minérale, c'est une eau morte. Alors, ce n'est pas une eau qu'on a captée et on a exposée à l'air et qu'elle reprenne vie. C'est une eau maltraitée. Toute eau c'est-à-dire lorsque on prend l'eau dans les bouteilles, moi j'en prends, je dis souvent à montrer un doigt aux gens. 3 doigts vous regardent. Mais c'est pas parce que je dis des choses que je vais me comporter comme les religieux qui disent faites ce qu'on vous demande et regardez pas ce qu'on fait. Non. Nous sommes dans un monde que si on ne se donne pas les mains, si on ne se donne pas les coudes, on ne va pas évoluer. Parce que se donner les coudes, ça veut dire quoi? Si tout le monde boit, si tout le monde mange n'importe quoi, et que tu sois le seul à manger certaines choses, il y a des risques que tu ne trouves même plus ces choses sur le marché. Hein? Si tout le monde éduque leurs enfants dans la dépravation, le divertissement et tout, tes enfants seront 2 fois plus que ça. Jusqu'à on va se moquer de toi que, mais attends, mais tes enfants sont comment? Hein? Si le matin, quand l'enfant va à l'école, on lui fait son petit déjeuner bio, autrement. Ce petit déjeuner n'a pas le même goût que le petit déjeuner mal fichu de l'enfant des bobos, des riches, hein, où il y a un sandwich, il y a ci, il y a ça, avec des boissons sucrées. Hein? Alors, donc, on a un problème de société. Je dis que nous sommes entretenus par des prédateurs, c'est-à-dire des gens qui, le lion n'a pas de scrupules, un félin n'a pas de scrupules. Son problème, c'est de manger bien, hein, et de faire la chasse. Alors, l'être humain dans la jungle a eu un groupe de gens qui sont en train de chasser les matières premières, qui sont en train de chasser les zones de la terre qui sont bien pour eux. Ils sont des chasseurs. Et puis, c'est ces gens-là qui ont développé les moyens sur la base desquels la pensée est devenue unique. C'est-à-dire, on parlait par exemple en médecine, les normes internationales. Avant, on disait les normes européennes. Aujourd'hui, c'est les normes internationales. Donc,
lorsqu'on parlait santé, si tu veux parler de la santé, il faut être médecin. Parce que le médecin suit ces normes internationales en question. Même les infirmiers qui formaient les médecins, par ricochet, parce que le médecin ne forme pas le médecin, oui, du point de vue théorique. C'est l'infirmier qui l'amène sur le terrain pratique. N'a pas le droit de parler de la santé là où parle le médecin. Alors, donc, il y a un problème. Alors, donc, je disais dans la gamme des trois éléments à nous nourrir, l'élément négatif, alors, c'est le nutriment. Là-dedans, on trouve tout. Les bois de conserve, la charcuterie, les ceci, tout cela, pourquoi faire? Nous ne sommes pas nés pour ces choses-là. Le monde n'a pas encore atteint le niveau où il faut absolument manger ces choses. Ce qui nous fait qu'on soit aux prises à des situations où la famine sévit quelque part, c'est le fait de fermer les frontières. C'est-à-dire de faire en sorte que quelqu'un ne peut pas aller d'un point à l'autre. Avant, quand on allait dans un coin qu'on ne trouve pas des ressources, on se retrouvait ailleurs. C'est pour cette raison qu'il y a des gens qui sont en Afrique venant de l'Asie. On cherchait des points d'eau, on cherchait des ressources pour vivre. Alors, les premiers occupants sont devenus des propriétaires des terres, avant que les États ne viennent s'accaparer de ces terres, commencer à distribuer les titres fonciers, même à gens qu'avant la naissance de l'État, ils existaient déjà là. Ça ne se comprend pas. Alors, professeur, vous aviez parlé dans la deuxième partie de la chronique, vous faites allusion également à la maladie, qui dans tous les cas est le contraire de la force vitale, parce que si on est malade, ça veut dire que la force vitale est en train de nous quitter. Donc, à ce moment, quand on est malade, vous avez dit, le corps nous dit, la force vitale est en train de me quitter. Qu'est-ce qu'il faut faire pour peut-être revenir, je ne sais pas, rechanger la donne de telle sorte que la maladie s'en aille et la force vitale revienne? Est-ce que c'est possible de le faire? Ce n'est pas possible si on fait confiance au corps médical officiel. Il ne s'occupe pas de la force vitale. Pas du tout alors. C'est les moins bons à contacter lorsque vous êtes aux prises à une diminution de force vitale. C'est les moins bons. Bon, alors, mais c'est les seules véritables personnes à faire confiance à l'heure actuelle. Comment ça? Oui, mais parce que oui, c'est-à-dire que c'est les médiocres qui ont la terre aujourd'hui, mais qui demandent à ce que la méritocratie puisse exister. Alors, les moins bons, pourquoi? Quelqu'un qui ne sait pas lire la vitalité. Comment peut-il faire pour que le désordre qui vient du dysfonctionnement du corps, entraînant la diminution de la force vitale, comment il va faire? C'est que lui, il écoute, c'est les plaintes. Donc, il est symptomatologue. Il n'est pas thérapeute, il est symptomatologue. C'est-à-dire, il élimine les symptômes, point. C'est pour cette raison que quand quelqu'un est malade, il a les maux de tête, on ne perd pas le temps. Le paracétamol suffit. Bon, j'ai suivi une interview dans une des télés du Nord où un médecin était contre le paracétamol. Ça, j'ai la vidéo de ça. Il insistait sur les dégâts que le paracétamol fait, la diminution, la destruction de globules rouges, la diminution de globules blancs, et que ces deux éléments, d'abord déjà la diminution, le fait que ça s'attaque aux cellules du sang, c'est très dangereux pour le malade qui en prend. Alors, le journaliste lui a demandé que quand on a les maux de tête, on fait comment? On fait alors comment? À défaut de prendre le paracétamol. Le paracétamol, on fait comment? Il dit on n'a rien d'autre à faire que de le prendre.
Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, qu'est-ce qui fait d'abord que on ait les maux de tête? Ça ne concerne pas le corps médical officiel. Qu'est-ce qui fait qu'on ait le diabète? Déjà, si on ne comprend rien des maux de tête, ce n'est pas le diabète qu'on va comprendre grand-chose avec. Parce que ça, c'est l'antipode des petites complications qui va vers des complications plus graves. Donc, il faut, à un moment donné, se poser la question. Nous, du point de vue métaphysique, on se pose des questions. C'est-à-dire qu'on doit dire la vie. La question, c'est la vie. Pourquoi la vie est en train de connaître une déchéance? C'est ça la question. Donc, la consultation qui devrait se passer, on appellerait ça consultation vitale. C'est-à-dire essayer de décrypter le dysfonctionnement des cellules et déterminer l'impact de la déchéance de ces cellules-là. Ça marcherait. Alors maintenant, on est donc malade, on n'a pas lu la vie dans la maladie, mais on a vu plutôt le côté de la douleur. On a mal, on touche là, on a mal, ou bien il y a une bosse. Bon, ou alors il y a l'abcès. Bon, comme il y a l'abcès, il y a le pus, sans doute, qui est dedans. Le pus, c'est quoi? Mais c'est les cellules mortes qui sont en train d'être évacuées par les cellules saines, qui vont les regrouper à un endroit et qui vont les demander de sortir. Maintenant, il faut qu'au niveau de la peau, qui est aussi quelque part pas encore attaquée, qu'il y ait une ouverture pour que le pus la sorte. Alors, le temps que la peau cède et que les pus qui se forment à partir de ces cellules mortes en déchets, il se passe un temps. Et ce temps-là se passe sous de fortes douleurs, deux fois insupportables. Alors, il faut maintenant que on essaye de voir comment faciliter la tâche aux cellules de la peau pour que ça s'ouvre facilement sans que la peau aussi, ces cellules commencent à crier gare. C'est là qu'on utilise donc des petits emplâtres qui vont donc permettre à ce que la peau s'ouvre. Puisque le fait que ça s'ouvre, dès que le pus sort, ça s'est fermé rapidement. Ça ne fait pas de plaies. Alors, tout cela, c'est parce que les cellules qui sont devenues, c'est pas des radicaux libres ou quoi, il y a plein de noms qui contournent toutes ces choses. Moi, je suis en métaphysique, je ne suis pas en sciences médicales ce soir. Et comme tous les soirs, j'essaie seulement d'expliquer de manière terre à terre le mécanisme de ces choses-là. Alors, donc, puisque les cellules de la peau ne sont pas concernées spécialement par ces pourrissements, mais sont plutôt, il est arrivé à ce que c'est-à-dire la porte de sortie se passe par là. Oui. Alors donc, ça va se refermer sans que ça fasse des plaies. Sauf en des cas totalement rares. Voilà. Alors, mais professeur, vous avez dit tout à l'heure que ceux qui se forment, ce sont des cellules mortes et autres. Alors, est-ce que quand on voit peut-être ce genre de boutons sur soi, est-ce qu'on devrait s'alarmer ou alors on devrait plutôt dire non, c'est le corps qui gère ces choses? Non, on doit toujours s'alarmer, mais sans paniquer. S'alarmer veut dire que on ne doit pas laisser à ce que on se suicide. Il y a le suicide à petit feu. Il y a le suicide que tu viens, tu mets la corde à ton cou, et puis allez, c'est fini. Alors, lorsqu'on laisse une maladie évoluer, c'est une manière de se suicider. Alors, c'est cette manière-là qui peut amener à ce qu'on soit en urgence, le moment venu. Alors, nous tous, nous avons cette habitude. Mais, particulièrement des personnes d'une certaine tradition ne peuvent qu'aller en urgence à l'hôpital. Pourquoi?
Parce que parfois, tu ne sais pas à quoi ça sert de prendre des médicaments qui ne vont rien faire. Hein? Et parfois, tu ne sais pas comment tu vas aborder des techniciens de santé qui, eux, ne font pas dans la santé, font dans la médecine. Parce qu'il y a une différence entre la médecine et la santé. La médecine, c'est la recherche du bien-être. Dans la recherche du bien-être, ou l'absence de malaise, des maux, des douleurs et tout, l'équilibre physique et psychologique, on met de côté tout ce qui endommage les cellules ou bien qui embête les cellules. Ce n'est pas à l'hôpital qu'on va trouver ça. Donc la santé, c'est une chose. La médecine, c'est une autre chose. La médecine va donc s'occuper de ce qui serait de la catégorie de maladies urgentes, où l'urgence s'impose. Mais vous ne devez pas avoir une petite digestion, vous courez pour aller prendre de bonnes doses d'anti-inflammatoires ou d'antalgiques ou je ne sais pas quoi, ou d'antibiotiques. Parfois sur les bases des diagnostics mal fichus. Hein? Alors, donc, on ne doit pas. C'est pas évident. On ne s'en sortira pas. On va sortir avec une maladie chronique. Si quelqu'un qui, hier, toute la journée, a mangé plein de choses, et le soir, a mangé aussi une certaine chose, et la nuit, vers 5 heures du matin ou 4 heures, n'arrive plus à tenir debout, on le prend, on l'amène à l'hôpital, on ne va pas lui poser la question de savoir quelle a été sa journée, hier, comment la semaine s'est passée. Il y a un problème, il faut le résoudre. Et ça, c'est comme ça qu'on nous a habitués, si bien que les malades aujourd'hui n'ont plus besoin qu'on perde du temps à chercher à comprendre leurs problèmes. Même quand tu fais dans le coaching des malades, parce que moi souvent, je le fais, je trouve un malade qui a 30 ans de maladie, il faut plutôt le coacher, l'amener à prendre conscience de ses responsabilités à lui par rapport à son état. Voilà. Parce que s'il ne prend pas acte du fait qu'il doit sortir de cette maladie, c'est personne qui ne le fera à sa place. Tous les pathologues ou bien tous les traitants sont d'abord liés à deux choses. Une chose, trouver le résultat quand ils sont honnêtes, et une autre chose, gagner de l'argent. Pour ne pas dire gagner de l'argent avant qu'on ne se retrouve de l'autre côté. Hein, pour répondre à pourquoi on a pris de l'argent. Hein. Donc, il faut faire attention. Alors, professeur, on a gardé, autant pour moi, pour nos téléspectateurs, la réflexion de ce soir qui traite faiseurs de coups d'État et du sida en Afrique. Je crois que chacun va voir la vidéo et tirer sa conclusion. C'est la réflexion de ce soir. Et quel genre d'opération faisiez-vous? C'était des opérations clandestines. Nous étions impliqués dans des coups d'État, nous prenions le contrôle de pays pour d'autres dirigeants. Nous étions impliqués au Mozambique en propageant le virus du sida par voie médicale. Nous étions impliqués en Angola avec le docteur Jonas Savimbi pour diverses opérations. Nous accordions un soutien militaire. Donc, des gens ont été tués pendant ces opérations. Absolument. Yoran, je vais juste reposer la question et tu pourras intervenir. Ok. Vous avez parlé de propagation active du sida. Il y avait une unité du SAIMA. L'une de nos attributions était d'aller dans des pays africains. Et comment ça se passait exactement? Par inoculation. Par le biais de vaccins? Oui, par le biais de vaccins. En faisant semblant de vacciner des gens et ce genre de choses. L'idée étant de tuer des Noirs. Oui, d'éradiquer les Noirs. Vous devez comprendre que le concept était que le sida était un tueur. Il était incurable à l'époque, alors on nous laissait croire que si on infectait les gens, c'était une méthode
rapide et non militariste pour éliminer des Noirs. Et c'est quelque chose que vous savez avec certitude, que le sida était activement propagé dans d'autres pays? Oui, dans des pays africains. Pour ça, on revient sur le plateau. On va continuer avec la notion de maladie, bien sûr, mais surtout, ce qu'il y a lieu de faire pour garder sa force vitale toujours au top niveau. J'ai envie de savoir, vous aviez, à la première partie de la chronique, vous avez expliqué que la force vitale venait dès que l'enfant sortait du sein de sa maman, ce qui lui permettait de respirer. C'était ça, la force vitale. Mais est-ce que la force vitale est la même de notre toute petite enfance à notre vieillesse? Non, la force vitale diminue au fur et à mesure que nous vivons. Parce que ça prend de l'usure, puisque en fait, la force vitale se trouve où? Se trouve à l'intérieur des cellules. Parce que lorsqu'on parlait de virus, bon, moi, c'est pas, les virus ont quel rôle dans le corps? Moi, c'est que les cellules sont les êtres vivants. Et c'est l'ensemble de ces êtres vivants-là qui, dans leur existence, doivent être entretenus pour que leur force ne diminue pas. C'est-à-dire que ça ne soit pas que les cellules sont en mal dans leur vie. Parce que c'est l'ensemble d'affaiblissement au niveau de la vie des cellules qui va aller jusqu'à l'affaiblissement total de notre organisme. On peut avoir des zones du corps qui sont concernées par les difficultés des cellules de cette zone. On parlera de la douleur, par exemple, du bras. On parlera de la douleur de la poitrine. On parlera de la douleur des genoux, des jambes et tout. Mais là, c'est des zones. Mais lorsque ça embrase tout le corps, on n'arrive plus à s'élever. Soit on est sur une chaise roulante, et parfois même sans être capable de faire, mouvementer cette chaise, c'est-à-dire bouger cette chaise roulante, malgré que ça a des roues, qu'on est obligé de demander à quelqu'un de vous pousser. Parce que même les bras sont aux prises par cet affaiblissement qui devient douloureux. Alors donc, il y a un problème sur la notion même de la maladie. Parce que si la notion de la maladie était étudiée dans le cadre scolaire comme étant quelque chose à enseigner de manière sérieuse, c'est que la manière même de l'école primaire jusqu'à l'université, les gens ne se permettraient pas d'être malades n'importe comment. Parce que je me souviens, j'ai un ami journaliste, dans notre jeunesse, il prenait des perfusions chez lui. Donc, comme il écrivait dans une presse qui encensait la médecine officielle, il avait bénéficié des financements du ministère de la Santé à une époque, je ne cite pas le ministre là, bien qu'il soit mort. Alors, il avait une presse qui fouillait tout ce qui est des tradis praticiens, il publiait ça. C'est-à-dire, si tu écris un papier, un coq, 2 œufs et tout, il écrit « Voici l'ordonnance d'un tradit praticien ». Pour s'en moquer et commenter ça d'une manière, parce qu'il est financé pour ça. C'est-à-dire les gens qui s'y les branchent lorsqu'ils sont assis dessus. Et puis un jour, il fumait, il buvait, il faisait n'importe quoi. Après, comme entre nous les amis, surtout les garçons, parce que les filles souvent n'admettent pas certaines façons d'aborder des sujets qui font mal. Alors je lui ai dit, tu ne cesseras jamais de prendre des perfusions. Il m'a posé la question de savoir si les médecins sont là pourquoi. Bon, et aujourd'hui, il est complètement déboussolé, alors que moi, je suis son aîné de plus de 15 ans. Complètement.
Alors donc, il y a un problème de la société. Il ne le disait pas pour rien, il a fait l'école, il a les diplômes. À jamais, à aucune place, dans aucun cours, on a fait allusion à comment entretenir la vie en soi. Ah non. Tu es malade, tu pars à l'hôpital, c'est tout. Voilà. Professeur, on va marquer un autre temps d'arrêt pour la page pratique. Cette fois-ci, on parle de tempérament, caractère et d'alimentation. Tempérament, caractère et alimentation. La mère Terre a des anges qui régissent particulièrement la loi du quaternaire, impulsés par les éléments créatifs, le feu, l'air, l'eau et la terre. Ces éléments sont, par analogie, de connivence aux quatre typologies s'agissant des tempéraments. Bélier au coloré, avec pour humeur la bile. Sanguin pour humeur le sang. Lymphatique ou phlegmatique pour humeur la lymphe. Mélancolique pour humeur le chagrin. Ce qui est de bélier, c'est des personnes à réaction rapide, orgueilleuses et autoritaires. Dicter leurs lois s'intéressent trop à l'alimentation basée sur les protéines animales. Leur transformation se fait sur la base des aliments concernant la végétation, surtout les arbres fruitiers du genre oranger et citronnier, ainsi que l'huile de palme. La banane, le noix de coco et le gingembre peuvent lui être conseillés. En ce qui concerne les sanguins, les réactions sont lentes mais durables dans le temps. Ils sont riches en opportunisme débordant de sociabilité, toujours de bonne humeur, charitables et doux à l'égard de son prochain. L'alimentation serait basée sur les légumes sous forme de potage ou de céréales surtout. Laurier, le thym et le feu des arbres fruitiers sont très conseillés pour sa spiritualité. Eh bien, contentons-nous de ce quelques exemples car nous y reviendrons. Alors, on revient pour apporter des réponses aux messages que nous avons reçus et que nous continuons de recevoir. Bonsoir à vous sur le plateau. Je voudrais savoir si le monde invisible existe, ça, on verra ça après. Alors, bonsoir professeur, je suis une fille du village Kenglikok, précisément à Mandonga, et il y a un cours d'eau appelé Likor qui ravitaille le village. J'ai plusieurs fois fait des bains de purification, mais de nos jours, ce cours d'eau est un dépotoir de déchets. Ma question est de savoir si ce cours d'eau a perdu sa puissance. C'est Emmanuel qui nous écrit. Oui, parce qu'il n'a plus été respecté. On doit respecter tout ce qui est de la nature, ne pas déplacer des bornes. Donc, ça n'a plus de sa valeur. Il faut essayer de le purifier, lui permettre de couler normalement comme il coulait avant. Voilà. Alors Patrick voudrait savoir si l'élévation spirituelle ne s'accommoderait pas avec la consommation d'alcool. Non, pas du tout. Sauf si on veut faire c'est-à-dire on veut faire des voyages astraux par hallucination. Donc on peut prendre une bonne dose d'alcool lorsque on veut commencer à s'entraîner au voyage astro dans le but de s'élever. Et là, c'est des drogues. Ouais. Yannick depuis Garoua, bonsoir à vous. Je voudrais savoir si l'on peut accroître son énergie vitale par le sexe. Par le sexe? Oui. On peut accroître son énergie vitale par le sexe, comme on peut aussi désaccroître son énergie vitale par le sexe, ça dépend. Parce que l'homme vient au monde par le sexe. Il est probable que quand il maîtrise le sexe, c'est là qu'il peut avoir aussi une élévation spirituelle. Le sexe ne doit pas être tabou, mais sauf que il faut
mieux étudier pourquoi on est en activité sexuelle par moment d'un certain genre. Voilà. Alors, professeur, quel est le lien que l'on fait entre la force vitale et la force d'auto-guérison? La force d'auto-guérison, c'est une force qui permet de garder en place ou de retrouver son équilibre vital. Voilà. Parce que l'auto-guérison, en fait, c'est une manière de permettre à l'organisme de guérir lui-même. Par exemple, vous avez une plaie, une blessure. Si vous n'êtes pas diabétique, cette blessure va se cicatriser seule. Alors, si vous êtes diabétique, je donne juste le cas du diabète, il y a peut-être d'autres cas encore à donner, cette blessure va devenir une plaie. Et ce n'est pas forcément parce qu'on est diabétique que cela arrive, parce que ça arrive aux enfants. Hein, ils se blessent, ils cachent. Au bout d'un moment, ça devient une plaie. Bon, peut-être parce que ça n'a pas été à l'abri de la poussière, à l'abri des mouches. On ne sait jamais qui ont dû déposer certains déchets sur la plaie. Voilà. Alors, professeur, bonsoir professeur, si nous ne croyons pas en Dieu, en qui devons-nous croire? Voilà, la question arrive. Croire en Dieu, c'est manger n'importe quoi, prendre la Bible et pavaner avec. C'est croire en Dieu. Alors, ou bien prendre les 5 prières quotidiennes, que tout le monde te voit cogner la tête sur la terre tout le long de la journée et se comporter de manière totalement difficile pour les gens de ton environnement. Si c'est ça, croire en Dieu, moi je crois que croire en Dieu n'est pas l'art de dire je crois en Dieu. Donc si nous ne croyons pas en Dieu, nous croyons au diable. Alors, mais si le diable n'existe pas, en métaphysique, non, on ne connaît pas l'existence du diable. Donc on croit alors à quoi? Mais il y a l'essence des vies. Nous sommes là pour se diviniser. Parce que le divin vit en nous. Nous devons aller à la découverte du divin et c'est par ce chemin-là que nous pourrons nous élever. Nous voulons aller chez Dieu, mais Dieu dort en nous chaque jour. On ne l'a jamais réveillé parce qu'il est resté à l'état latent et on croit seulement. Oh, on croit donc finalement à qui? Si on a Dieu en nous, on ne le réveille pas en disant ne dors plus. Parce que toutes les misères, toutes les difficultés qui nous arrivent, c'est parce qu'on ne croit pas en Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'on ne va pas à l'église. Puisque d'autres dormaient même à l'église pour prouver de quoi ils sont fervents chrétiens ou fervents de quelque chose. Mais pourquoi ils ont toujours les difficultés? Quand on a atteint un niveau de croyance en Dieu, comme pour dire quand on est eu à palper Dieu, on est à l'abri de toute forme de misère. Parce qu'on n'a pas besoin des immeubles, on n'a pas besoin des avions, on n'a besoin de rien. On a juste ce qu'il faut et on se sent mieux avec. On veut voyager, on voyage. On peut voyager sans avion, se retrouver partout dans le monde. Parce qu'on croit en Dieu. Parce qu'on croit en Dieu, on voyage, on va partout sans utiliser l'avion. Et vous n'aurez jamais de crash. Les sorciers font comment? Il est prouvé qu'on a vu parfois des gens sur les toits des autres gens, reconnaissant qu'ils étaient en train de voyager dans un avion, que tout le monde se rend compte qu'il existait des avions de nuit. Alors, s'il y a des avions de nuit qui sont les avions des ténèbres, c'est qu'il y a des avions de nuit qui sont les avions de la lumière. Dieu étant donc de la lumière, pourquoi ne pas aller voyager avec les avions de la lumière? Pourquoi ne pas être dans des immeubles que le commun des mortels ne voit pas, hein? Parce que tu ne dois pas encombrer l'espace avec de la matière comme le ciment et tout, mais alors que tu es dans l'immeuble. Confortablement habiter un immeuble par le voie de la croyance en Dieu est différent d'habiter un immeuble parce qu'on est pasteur ou bien on est prêtre ou on est imam. Ce n'est pas la même chose. Peut-être les gens comprennent parce que nous disons dans le cadre de cette émission. Nous disons des choses que
ça nous excite nous-mêmes à avancer. Voilà. Alors, professeur, force vitale au singulier ou alors force vitale au pluriel? Non, au singulier. Au singulier. Il n'y a qu'une seule force vitale. Il n'y a pas les forces vitales. D'accord. Voilà. Alors, on va continuer. Bonsoir à vous sur le plateau. Professeur, vous dites que la force vitale se trouve dans les cellules. Jusqu'ici, je pensais que la force vitale se situait au niveau de la rate. Je suis confus. Un peu plus d'explications. La force vitale doit prendre tout le corps. Il ne doit pas être quelque part comme la rate et que les autres viennent supplier la rate que pardon, donne-nous un peu de la force vitale. Au cas où on t'enlève la rate avec le médecin à vider d'argent. Parce que souvent, c'est des organes qu'on fait facilement l'ablation de ça et puis on prend de l'argent à quelqu'un en disant ta rate est en train de s'inflammer, il faut l'enlever sinon tu risques de mourir. Allez, on t'ouvre le ventre, on enlève la bêtise. Puisque tu peux continuer à vivre sans rate, allez. Donc, la force vitale s'implémente partout. Chaque cellule a son... C'est un émiettement, quoi, d'énergie qui se retrouve partout dans les cellules, dans tout le corps. Parce que chaque cellule vit. La respiration qui entre ici dans les narines à la naissance va partout dans les cellules. Chaque cellule doit vivre. Si une cellule ne vit plus, par exemple, si les cellules de l'onglet ne vivent plus, l'onglet la saute. Si les cellules d'un doigt ne vivent plus, le doigt la saute. Donc, la force vitale, c'est la vie de chaque partie du corps qui explique que c'est là que cette force vitale existe encore à toutes ces parties du corps-là. Alors, professeur, une fois qu'on a eu, on s'est rendu compte qu'on est malade, on a vraiment la force vitale qui nous quitte, il y a eu beaucoup de dégâts dans l'organisme. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour remédier à tout cela? Alors, pour remédier à ça, il faut commencer par exemple à faire de cures de jeûne, mais les jeûnes sous contrôle. Le jeûne, cette fois-ci, c'est une manière de s'auto-punir. Bon, comme pour demander la force énergétique venant du subconscient, venant de l'au-delà. Parce que lorsqu'on jeûne, alors là, il n'y a que l'air qui entre et l'eau, on doit en consommer peu. Et les nutriments qui font partie de ce qui détruisent le corps doivent être mis de côté. Résultat, comment le corps va reprendre ces formes? Mais c'est en bouffant, c'est-à-dire certaines cellules vont bouffer d'autres pour rester en vie. Alors, le trop plein de cellules inutiles, par exemple les cellules cancérigènes sont des cellules inutiles au corps, vont commencer à mourir petit à petit parce que la famine, ces cellules-là n'aiment pas la famine. Bon, mais c'est même pourquoi quand tu as un cancer et que tu tentes le jeûne, tu peux même mourir très vite. Parce que les douleurs que tu auras, ça va te décourager de continuer à jeûner. Voilà. Donc, uniquement le jeûne pour... Oui, a priori le jeûne. Mais là, on peut faire des jeûnes courts et des jeûnes intermittents. Ça ramène vite. On peut faire d'autres choses. On peut prendre des diètes. On peut prendre les cures du cru. Pas uniquement le jeûne, mais je dis essentiellement le jeûne. Les cures du cru, c'est-à-dire on ne mange pas de ce qui est préparé, rien de tout cela. On n'en prend pas. On prend que du cru. On prend des fruits, tout ça cru. Pendant une bonne période, on peut faire un mois du cru. Voilà. Professeur, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Un dernier mot avant de la conclure. Alors, nous sommes toujours derrière la méditation. C'est toujours la méditation parce qu'on est en train de construire un instrument qui va nous permettre d'avoir de quoi suivre la voie de la spiritualité afin que nous puissions nous diviniser. C'est ce qui fait donc le thème méditation jusqu'au 23e chapitre
Méditation, la solution à nos problèmes. Nos problèmes, c'est lesquels? C'est de voyager par avion. Comment faire pour ne plus voyager par avion? Nos problèmes, c'est lesquels? C'est de se marier. Nos problèmes, c'est lesquels? C'est de trouver un travail. Nos problèmes. Mais comment donc résoudre tous nos problèmes grâce à la méditation? Alors nous y sommes. Voilà. Alors ce soir, il a été question, bien sûr, de méditation, mais surtout de la force vitale. De long en large, nous vous avons donné des éléments pour savoir ce que c'est que la force vitale. Et pour conclure, nous devons juste comprendre que garder la force vitale en nous, c'est ou alors remédier quand il y a dommage, c'est jeûner, c'est manger cru, c'est faire des cures de diète, c'est bien respirer parce qu'il faut bien manger l'aliment céleste qui est l'air. Il faut bien prendre de l'eau et ensuite faire attention à ce que nous mangeons en termes de nutriments. Nous avons été heureux de vous connaître ce soir avec nous. Merci de nous avoir prêté votre attention. Pour ceux-là qui n'ont pas eu de réponse à leurs questions, nous ferons le nécessaire pour que d'ici la fin de la semaine, ils puissent avoir des réponses. D'ici là, nous vous souhaitons de bien vous porter. N'oubliez surtout pas, vous avez la possibilité de réécouter votre émission sur YouTube dès demain ou d'ici la fin de la semaine. Bonsoir et à mardi prochain.